Bonjour Thomas, Story School est ravi de vous recevoir aujourd'hui en tant qu'invité du jour à notre podcast. Donc le thème d'aujourd'hui est celui de l'intelligence artificielle. Nous allons explorer un domaine qui se trouve au cœur de l'actualité et qui suscite à la fois de la curiosité, de l'intérêt, mais aussi un peu de méfiance d'un public qui est de plus en plus large et de plus en plus averti. Donc avant d'entamer notre discussion, j'aimerais vous présenter à notre audience. Donc Thomas, vous êtes Chief Digital Officer de l'agence de communication internationale Sopexin, une agence qui a aujourd'hui plus de 60 ans d'existence et qui accompagne ses clients food, beverage et lifestyle dans leur campagne de communication internationale. À titre plus personnel, vous avez plus de 20 ans d'expérience en agence. Vous avez accompagné des groupes comme Michelin, General Motors ou encore L'Oréal dans leur processus de transformation digitale. Et à travers cet entretien qui s'annonce vraiment captivant, nous allons explorer le monde de l'intelligence artificielle, découvrir comment il révolutionne la communication, ses avantages, son rôle dans l'automatisation des tâches et puis des risques potentiels, notamment en ce qui concerne la désinformation, les deepfakes, l'éthique et la sécurité. Donc sans plus tarder, entamons-nous ce voyage passionnant dans l'univers de l'intelligence artificielle en compagnie de notre curieux de l'intelligence artificielle. Alors, première question, d'abord, comment vous pourrez parler de vous? Qui êtes-vous, Thomas? Et comment vous êtes pris d'intérêt pour l'intelligence artificielle? Bonjour Rita, bonjour à toutes et à tous, et puis merci de m'accueillir pour évoquer ensemble ce sujet qui est effectivement passionnant et qui fait beaucoup parler de lui dans l'actualité. Donc moi je suis Thomas, je suis directeur du digital, j'ai toujours travaillé dans le digital depuis maintenant effectivement 20 ans en agence de communication, j'ai fait de la production, j'ai fait de la direction de clientèle, maintenant je suis directeur digital d'une agence et je travaille avec tous nos bureaux internationaux pour travailler sur toutes les problématiques digitales avec nos équipes et pour proposer des solutions et de l'innovation à nos prospects et nos clients. Et quand on fait du digital, forcément, à un moment donné dans sa carrière, on s'intéresse à l'intelligence artificielle parce que j'ai souvent tendance à comparer le digital à un univers. Il n'y a pas, à mon sens, de spécialiste du digital parce qu'il n'y a pas de spécialiste de l'univers. En revanche, on peut se spécialiser ou s'intéresser plus particulièrement à certaines galaxies de cet univers. L'IA en fait partie. Quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit qu'en fait, mon intérêt pour l'IA, il date de mon enfance. Le premier souvenir que ça m'a évoqué, c'est un épisode d'une série qui s'appelait Alfred Hitchcock Présente, que je regardais avec ma maman. Et je devais avoir 4 ou 5 ans. Et je me souviens très bien de la fin d'un épisode où on suivait un homme pendant toute l'histoire et à la fin, cet homme se suicidait. Et quand on découvrait son cadavre au pied de la falaise, en fait, c'était pas un homme, c'était un homme, mais il y avait des engrenages dedans. Et ça m'avait troublé, je devais avoir 4 ou 5 ans, ça m'avait traumatisé, je m'étais dit, mais depuis le début, cet acteur était en fait une machine. Et quand on est petit, on fait pas trop la différence entre un acteur et la vie réelle. Et je me suis dit, mais en fait, je viens de regarder un épisode d'une demi-heure et cet acteur était une machine. C'était un petit trauma. Et j'en ai reparlé à ma mère il y a pas longtemps et elle se souvient encore que je revenais toujours sur cette phrase, l'homme tombe de la falaise et quand on regarde, qu'est-ce qu'il reste? Des engrenages. Et c'était quelque chose qui m'avait marqué. Toujours pour parler famille, mon papa, qui est toujours d'ailleurs un fan absolu de lecture, moi j'ai vécu ma jeunesse presque ensevelie sous les bouquins tellement il y en avait à la maison, était un grand fan de science-fiction et d'anticipation. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert des auteurs comme Philippe K. Dick, comme Gibson, euh, qui ont amené comme ça des thèmes dans mon imaginaire où on parlait d'intelligence artificielle, où on parlait de cyborg, où on parlait d'interface homme-machine, où on parlait de métaverse. Et ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant j'ai 40 ans et je me retrouve quasiment plongé dans le début du monde de fiction auquel je rêvais quand j'étais petit. Et ça m'a fait sourire. Et puis après, bah, je suis parti faire mes études. Ce qui m'a amené à faire des études dans le digital, c'est le jeu vidéo. Quand j'étais petit, comme beaucoup de petits, je me suis pris de passion pour le jeu vidéo. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était la façon dont ils étaient conçus. Euh, Dans les années 90-2000, on avait accès à des jeux de mieux en mieux faits, toutes les générations disent ça, mais de plus en plus réalistes, avec des logiques internes de plus en plus complexes. J'aimais beaucoup les jeux de stratégie. J'avais commencé avec le jeu d'échecs électronique de mon papa, qui n'était pas proprement parlé une intelligence artificielle, mais on n'était pas loin de ça. Et puis, bah, je découvrais des jeux de stratégie et je me disais, mais comment
est-ce que c'est fait pour qu'il n'y ait pas deux parties pareilles? Et du coup, je suis parti faire des études dans le domaine du digital, au départ pour faire ça, ce qui m'a mis ensuite dans le jeu vidéo un petit peu, et puis très rapidement en agence. Et c'est quelque chose, voilà, cet intérêt pour l'IA, cet intérêt pour la logique, cet intérêt pour l'intelligence artificielle, il vient de là. Aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais concrètement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et comment peut-on l'utiliser pour améliorer la personnalisation de la communication avec ses utilisateurs de manière générale en fait? Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment une définition de l'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs qui vont plus ou moins toutes dans le même sens, mais si on doit les synthétiser, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit de logiciels qui sont conçus pour permettre à des machines de traiter un grand volume d'informations et d'imiter, et je souligne le mot imiter, le comportement humain pour certaines tâches. Des exemples, il y en a plein, et en fait, on parle plus de digital, on parle plus d'intelligence artificielle comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on vit avec au quotidien. Je vous donne un exemple. Quand on échange avec un chatbot, par exemple, avec son assurance ou avec sa banque, on a affaire, généralement, si c'est bien fait, à un système d'intelligence artificielle qui repose notamment sur un algorithme qu'on appelle un algorithme d'engagement. Le rôle de cet algorithme, c'est d'échanger en langage naturel avec l'interlocuteur, donc reconnaître ce que l'humain dit avec ses fautes de langage, avec ses fautes d'orthographe, avec sa syntaxe qui lui est propre, lui répondre de façon circonstanciée et répondre à ses questions, alors toujours avec le corpus avec lequel a été éduquée l'intelligence artificielle, mais également de garder en mémoire les interactions qu'il a eues pour garder les particularités de cet échange. Je sais, par exemple, Rita, que vous êtes une femme. Je sais que vous avez une voiture bleue. Je sais qu'une fois, vous avez eu un accident non responsable, parce que vous me l'avez dit par le passé. Donc, moi, chatbot de l'assurance, je vais garder ces éléments en mémoire pour pouvoir vous montrer que je vous considère et que je connais votre dossier. Donc ça, c'est par exemple un exemple d'algorithme d'engagement qui enregistre des infos, qui les catégorise et qui s'en sert quand c'est pertinent pour entretenir la discussion. On a également, bien sûr, les applications d'intelligence artificielle générative qui font grand bruit depuis quelques mois, quasiment un an. On s'en sert pour générer des images, on s'en sert pour générer du son, de la vidéo. On peut aussi proposer des recommandations par rapport à des choses que l'on a consommées antérieurement, par rapport à des préférences qu'on a manifestées. Et on a également un autre exemple, tout ce qui est contextualisation des publicités. Vous avez déjà peut-être entendu parler de publicité programmatique sur Internet. Quand on est un annonceur, on n'achète pas sa présence sur un site, dans le cas de la publicité programmatique, mais on achète des audiences. C'est-à-dire que moi, je vends des voitures, je veux m'adresser essentiellement à des hommes en milieu urbain qui ont entre 30 et 45 ans et qui ont un intérêt pour, je dis n'importe quoi, la Formule 1 et le football. Le système va me trouver ces audiences et va me proposer d'afficher mes publicités sur des sites qui répondent à ces critères d'audience-là. Ça, c'est du programmatique, ça se fait en temps réel et ça marche très bien. On peut même aller un cran au-dessus pour la contextualisation. On peut décider de montrer, par exemple, la pub concernant le cabriolet à mon audience quand il fait beau et de montrer le cabriolet avec la capote fermée quand il pleut. Donc, on peut interconnecter comme ça pas mal de signaux pour faire en sorte que ma publicité s'affiche au bon moment, avec le bon message, le bon discours, auprès des bonnes audiences. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qu'on utilise tous les jours sans le savoir, c'est l'intelligence artificielle qu'il y a derrière certaines plateformes de réseaux sociaux. Je vais prendre l'exemple de TikTok. Quand vous publiez une vidéo sur TikTok, elle est analysée de différentes façons. Prenons le cas d'un humain. Demain, Rita, je vous emmène à un DVD et je vous demande si ce DVD est adapté à une cible familiale qui aime les vacances au bord de la mer. Bon, comment est-ce que vous allez faire pour déterminer si c'est le cas? Vous allez regarder la vidéo, vous allez écouter ce que les personnages disent à l'écran et puis éventuellement, vous allez regarder la jaquette du DVD pour voir un petit peu le sujet. Quand on upload une vidéo sur TikTok, la plateforme automatiquement fait ce travail-là.
C'est-à-dire qu'elle va analyser l'image, donc tous les éléments de l'image vont être analysés de façon à ce que le système comprenne de quoi on parle. Le son qui est dans la vidéo va être analysé aussi, et notamment les paroles qui sont prononcées. Donc là, c'est par exemple des algorithmes de ce qu'on appelle le Natural Language Processing, NLP, c'est de l'analyse de langage qui est faite. Comme ça, le système va comprendre ce qui se raconte dans la vidéo. Et un autre algorithme va intervenir pour déterminer tout ce qu'il y a autour de la vidéo, donc ce qu'on appelle les métadatas. Le titre de la vidéo, sa longueur, éventuellement l'endroit où elle a été prise, si elle est géolocalisée, mais également tout ce qui va avec, la légende qui l'accompagne, les hashtags qui l'accompagnent. Tout ça, ça va, en quelque sorte, aider la plateforme à comprendre de quoi il s'agit. Et une fois que la plateforme a compris de quoi il s'agissait, elle va montrer cette vidéo à une audience test avec des prévisions d'audience. Et selon les premiers retours de cette audience test, est-ce que les gens sont allés jusqu'au bout de la vidéo? Est-ce que les gens ont commenté la vidéo? Est-ce que les gens ont partagé cette vidéo? Alors, le système va amplifier la diffusion de cette vidéo auprès d'une audience un peu plus large. Et c'est ce qui explique la viralité de certaines vidéos. Et c'est ce qui explique aussi, parfois, que l'on remarque que toutes les vidéos qui fonctionnent ont à peu près le même format. Parce que derrière, de façon empirique, des utilisateurs et des créateurs de contenu ont compris, plus ou moins, comment fonctionnait l'algorithme et sa catégorisation. Et c'est comme ça qu'on arrive à analyser ce qui peut faire qu'une vidéo devienne virale. Ça n'explique pas toute la magie qu'il y a derrière, mais ça en explique une grande partie. Ça, c'est un exemple. Alors, au-delà de ça, quels sont les risques potentiels de l'utilisation de l'IA dans la communication ? On pourrait prendre l'exemple de la désinformation et les deepfakes, par exemple. Par exemple, c'est un ensemble de technologies qui sont complexes. Et c'est vrai que quand on est utilisateur, on n'aperçoit pas souvent cette complexité. Justement parce qu'on a quelque chose de très simple qui se déroule devant nos yeux, ce qui explique aussi parfois qu'on trouve que c'est presque magique ce qui est en train de se produire. Parce qu'on n'imagine pas tout ce qu'il y a dans l'arrière-cuisine, tout ce qui a été développé et toutes les machines qui sont en train de tourner et toute la puissance de calcul qui est mobilisée pour répondre à des questions qui peuvent être simples. Des risques, il y en a plusieurs. Il y a des risques structurels, d'une part, au niveau de la conception. Quand on travaille avec une intelligence artificielle, il faut la nourrir. La nourrir, ça suppose de la nourrir en information. Donc on va prendre des bases de données et puis on va les faire avaler à la machine pour qu'elle arrive à trouver des informations, des corrélations et qu'elle commence à faire son travail. Une base de données, par nature, ne peut pas être exhaustive, donc elle manque d'informations dans certains critères, et par nature aussi, elle peut être biaisée. Un exemple tout bête, si je demande à une intelligence artificielle qui génère des images en anglais de me dessiner, de me montrer un scientifique, un scientist, il y a 9 chances sur 10 pour que l'image qu'elle me renvoie soit invariablement un homme blanc avec les tempes grisonnantes et une blouse blanche. Il ne va pas me montrer un noir, il ne va pas me montrer une femme. Parce que quand vous allez, et c'est la même chose quand vous allez sur Google, si vous cherchez scientist sur Google, vous allez avoir des images et très souvent ce seront des hommes blancs, tempes grisonnantes, un peu bedonnants, lunettes et blouse de laboratoire. Le biais des informations est très important. Un autre risque structurel, bien entendu, quand on parle de bases de données, eh bien, c'est la fuite potentielle de ces données ou leur piratage. Très récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite côté ChatGPT et qu'il y a pas mal d'informations et notamment des échanges qui se sont produits avec des humains qui ont fuité. Donc, il y a quelque part des pirates qui ont eu accès à des échanges qu'il y a eu entre des humains et des intelligences artificielles. C'est intéressant parce que ça veut dire potentiellement qu'il y a énormément de fuites. Il y a des analyses qui ont été faites et qui montrent qu'on a plus de 3% des salariés qui utilisent des intelligences artificielles au bureau qui ont utilisé des informations qui étaient confidentielles ou secrètes. Alors ces informations, ça peut être des informations concernant la stratégie de l'entreprise, ça peut être des informations très importantes, je donnerai un exemple tout à l'heure, ça peut être des informations médicales, ça peut être des informations personnelles. Les gens
pour le moment, ont tendance à se confier à une intelligence artificielle parce qu'il y a ce côté magique, on a l'impression qu'on échange avec un humain. L'exemple que je voulais donner, c'est Samsung. On a vu ça dans la presse, il y a des employés de Samsung qui se sont fait prendre, mais très certainement de bonne foi, à livrer des informations confidentielles sur une puce développée par Samsung en utilisant ChatGPT. Le problème, c'est que ChatGPT s'est hébergé sur des serveurs qui appartiennent à un concurrent de Samsung, qui est Microsoft. Et potentiellement, ça veut dire que Microsoft pourrait, si on met l'éthique de côté, avoir accès à des informations sensibles concernant un concurrent. Ça, c'est un danger. Donc ça, c'est les risques structurels au niveau de la mise en place. Il y a un risque aussi, quand on est en train d'implémenter son intelligence artificielle, c'est sa configuration. Comment est-ce qu'on configure la base de données ? Je prends un exemple. En France, on a un homme politique de droite qui s'appelle Éric Zemmour. Éric Zemmour s'est fait connaître notamment en parlant d'une théorie qui est véhiculée pas mal en France dans les milieux d'extrême droite, qui est la théorie du grand remplacement. Cette théorie, il l'a utilisée beaucoup pendant sa campagne et gardez ça en tête. Il y a quelques mois, son équipe de campagne annonce que sur le site d'Éric Zemmour, ils viennent de mettre en place une intelligence artificielle qui permet de dialoguer avec un militant virtuel d'Éric Zemmour. Et on peut lui poser plein de questions sur le programme d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'on a tous fait ? On est allé sur ce site, on a dialogué avec l'agent conversationnel et on lui a dit « Explique-moi ce que c'est que le grand remplacement ». Et là, surprise, l'intelligence artificielle sur le site d'Éric Zemmour nous dit que le grand remplacement, c'est une bêtise, c'est complotiste, ça ne repose sur rien de scientifique et ça n'a rien d'avéré. Panique dans les rangs d'Éric Zemmour, parce que là, on a un agent virtuel qui dit le contraire de ce que dit l'homme politique. Donc, bien entendu, l'IA a été corrigée par les équipes d'Éric Zemmour, et si vous allez aujourd'hui poser la même question sur le même site, évidemment, la réponse ne sera pas la même. Mais le mal est fait, et la presse en a beaucoup parlé quand ça a été découvert, et ça a été découvert très vite, parce que bien entendu, une intelligence artificielle et un agent conversationnel en particulier, on peut toujours le contourner. Donc ça, c'est pour la configuration. Puis après, il y a l'utilisation. Alors effectivement, vous avez évoqué les deepfakes. Il y a d'autres choses qui sont dramatiques. Il y a des deepfakes spécialisés dans le nu. Ça s'appelle le deep nude. Donc à partir d'une ou de deux photos de vous, et parce qu'on a alimenté l'intelligence artificielle en énormément de photos de nu, eh bien, on peut avoir la même photo de vous, entièrement nu, parce que votre position est connue. Vous êtes assise ou vous êtes debout, vous êtes contre un mur ou vous êtes dans votre voiture. On a des photos de gens nus dans toutes ces positions. On a des photos de gens qui ont votre carnation, qui ont votre corpulence, qui ont votre couleur de cheveux. Et on peut très bien vous mettre nu. Donc ça, c'est le deep nude, par exemple. Ça, c'est un risque. Et on le voit beaucoup, notamment, et ça pose beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne la pédopornographie. Vous imaginez, à partir d'une simple image, tout ce qu'on peut faire. On pouvait le faire déjà avant, avec Photoshop, bien entendu, mais ça demandait du temps. Là, on est en train de permettre l'industrialisation de ces choses-là, et c'est un risque. Après, si on va plus loin, il y a la difficulté même à déterminer ce qui est réel. Je fais souvent un test, moi, quand je fais mes conférences, je montre aux élèves ou aux personnes qui assistent à la conférence une série d'images qui ont été ou non générées par une intelligence artificielle. Invariablement, tout le monde se trompe. J'ai jamais eu quelqu'un sur une série de 20, 24, 25 images qui est bon à chaque fois. Malgré le fait qu'on aille tous au cinéma, malgré le fait qu'on soit exposé en permanence à des effets spéciaux, à des deepfakes, à des images générées par ordinateur, notre œil s'éduque, mais on se fait toujours prendre au piège. Soit d'une image, soit d'une vidéo, soit d'un son, puisque maintenant, à partir de quelques secondes d'un extrait vocal, vous pouvez éduquer une intelligence artificielle à parler comme la personne. C'est-à-dire là, avec l'échantillon de voix que je viens de vous donner depuis quelques minutes, vous pouvez très bien, demain, reproduire ma voix et me faire dire n'importe quoi avec la même voix, la même tonalité, la même diction, la même rythmique, etc. Ce qui pose problème, par exemple, à des gens dont c'est le travail. Je pense notamment aux comédiens de doublage qui font un travail formidable, mais qui, là, se retrouvent face à des IA qui commencent à leur voler leur travail. Et c'est terrible.
Des difficultés, il y en a pas mal. Déterminer ce qui est réel. Évidemment, le cadre légal, le contournement des sécurités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de façons de contourner les sécurités. Et quand je parle de difficulté à déterminer le réel, il y a même un bouleversement de valeurs qui s'opère sur des choses aussi invariables que, par exemple, le deuil. Le deuil, c'est quelque chose qu'on vit tous au moins une fois dans sa vie, dans toutes les cultures, dans toutes les religions et partout dans le monde. Je vais vous parler d'une expérience qui a eu lieu en Corée par un laboratoire d'intelligence artificielle avec une maman qui a été très courageuse. C'est une maman qui a perdu sa fille. Et elle a perdu sa fille, je crois que sa fille avait 4 ou 5 ans quand elle a disparu. Le laboratoire en intelligence artificielle a proposé à la dame, à la maman, de participer à une expérience et on a demandé à cette maman de donner un maximum d'informations concernant sa petite fille. Qu'est-ce qu'elle mangeait, qu'est-ce qu'elle aimait, comment elle parlait, si éventuellement on avait des enregistrements sonores ou des enregistrements vidéo, comment elle bougeait, quelles étaient ses affaires préférées, son doudou, les choses qu'elle aimait bien à l'école et l'environnement qui lui plaisait. Après quelques mois de travail, cette maman a été invitée à venir dans un studio et on lui a tendu un casque de réalité virtuelle. Et vous trouverez la vidéo sur Internet. Il y a une image où on voit la maman toute seule dans le studio avec rien autour et des images où on voit ce que voit la maman avec son casque de réalité virtuelle. Et là se passe un truc qui est à la fois fascinant et terriblement angoissant. C'est qu'on a une petite fille qui déboule devant sa maman et qui lui dit « Mais où tu étais, maman? Tu m'as manqué, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Avec la voix de la petite fille décédée. On imagine bien aisément que la maman était bouleversée, c'est terrible, elle est en pleurs, et on touche du doigt ce que permet la technologie aujourd'hui. Et cette capacité, par exemple, à parler aux morts, elle peut interroger. Parce que ça veut dire que demain, mon fils pourrait très bien, pour préparer un exposé, parler avec Elvis. Pourquoi pas? On a des images d'Elvis, on a sa voix, on sait comment il parlait, on sait comment il bougeait, et on connaît sa vie. Donc mon fils, s'il décide de faire un exposé sur Elvis, pourrait très bien rentrer en conversation avec un agent virtuel qui imiterait Elvis. Je parlais de l'imitation tout à l'heure, c'est hyper important. Ça peut être intéressant. Moi, mon arrière-grand-mère, elle faisait une recette de crêpes formidable. Mon arrière-grand-mère a disparu et j'ai bien peur d'avoir perdu la recette de ces crêpes. Mais si j'avais récupéré toutes ces informations-là, demain, potentiellement, sur mon téléphone portable ou sur ma tablette, je pourrais parler à ma grand-mère et lui dire « Rappelle-moi la recette de tes crêpes et rappelle-moi le petit truc qui faisait qu'elles étaient si bonnes. » C'est potentiellement possible. Là, c'est très limite. Et après, il y a l'expérience qu'on a vue en Corée qui est extrême, qui est très lourde et qui nous invite à nous poser des questions sur des choses fondamentales qu'on pensait en plus complètement immuables. On n'a jamais imaginé, ou très peu, que la technologie allait pouvoir bouleverser des notions comme ça. Et c'est en train de se faire. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est à la fois une opportunité et un danger. Honnêtement, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, vous parlez d'opportunités, et ma question est en rapport aussi avec ça. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qui est fake news, tout ce qui est risque, aujourd'hui, les entreprises sont un peu contraintes de prendre le train en marche de l'intelligence artificielle. Et concrètement, quelles sont les opportunités pour ces entreprises-là pour devenir leader et quelles sont surtout les bonnes pratiques à adopter pour une utilisation optimum de l'IA? Alors les opportunités elles sont multiples et elles sont exceptionnelles. C'est pas moi qui le dis, c'est McKinsey. Regardez leur site et vous verrez qu'il y a une étude qui a été faite et qui a été sortie qui est sortie en juin et qui montre à quel point l'intelligence artificielle et la nouvelle vague d'intelligence artificielle générative peut apporter du business et peut consolider la croissance de certaines entreprises. Malgré tout ça, devant ce tsunami qui déferle, on peut être un peu pris de court et se dire bon qu'est-ce que je fais, par quoi je démarre, c'est très compliqué. Une des premières choses à faire selon moi, c'est ce que devrait faire tout le monde parce qu'on est dans un monde qui change et qu'il faut suivre le rythme, c'est d'expérimenter. On a la chance d'avoir un accès assez facile maintenant avec Internet à pas mal de solutions d'intelligence artificielle, souvent en plus gratuitement ou en tout cas pour une période de test.
Donc, la première bonne pratique, c'est de tester. Et que tout le monde dans l'entreprise, quel que soit le niveau hiérarchique, teste. Je suis surpris, quasiment 1 an après la sortie de Midjourney ou de ChatGPT, qu'il y ait dans des entreprises de communication encore des gens qui se soient contentés de lire la presse et qui vous disent oh, « c'est formidable ». Et qui vous sortent aussi des bêtises parce qu'en fait, ils n'ont jamais testé. Donc, ils se contentent de recracher ce qu'ils ont lu dans la presse. Lire la presse, c'est chouette. Se tenir au courant de ce qui existe sur Internet, c'est génial. Consommer, c'est bien, mais à un moment donné, pour bien comprendre, il faut créer. Donc, il faut expérimenter. Ça veut dire ouvrir un compte OpenAI et tester un petit peu ce dont est capable DALL-E, ce dont est capable ChatGPT. S'intéresser, si on s'intéresse plutôt à la musique, on va sur AIVA, on regarde comment ça marche. Bref, tester. Tester, mais en connaissance de cause. Ne pas oublier qu'on est souvent sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent à des puissances étrangères ou à des compagnies privées dont l'objectif tout de même est de faire du business. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne donne pas tout à l'agent conversationnel avec lequel on est en train d'échanger. On ne lui donne pas d'éléments confidentiels. On ne lui donne évidemment pas d'éléments secrets. On compartimente ces informations. Si on lui pose des questions concernant un brief, on va essayer de donner le moins de détails possible qui pourrait aider, par exemple, à remonter jusqu'au client, ce genre de choses. Donc, être conscient que tout ce qu'on utilise comme information est stocké quelque part, peut être réutilisé, peut également être piraté ou fuité. Donc ça, il faut en être conscient. Ensuite, ce que l'on voit parmi les gens qui ont testé, c'est qu'ils utilisent les résultats bruts ou qu'ils s'arrêtent au premier échange avec la machine. J'ai vu plein de gens utiliser DALL-E pour générer des images. Ils demandaient quelque chose, l'image arrivait, ils disaient « Oh, c'est super » ou « Oh, c'est nul », mais n'allaient pas plus loin. Quand on travaille avec une intelligence artificielle pour faire de la génération de sons, de musique, d'images, de vidéos, la première interaction, c'est comme une conversation avec un être humain. La première interaction, elle est rarement géniale. On se dit « Bonjour », bon, on n'en a rien retiré. Il faut dialoguer avec la machine. Plus vous donnez de contraintes et plus vous orientez la machine avec un dialogue, plus le résultat que vous obtiendrez, il est bon. Vous demandez à générer la photo d'un petit garçon avec un ballon. Il va vous proposer la photo d'un petit garçon avec un ballon de foot, la photo d'un petit garçon avec un ballon à hélium rouge qui flotte dans les airs, parce qu'il ne sait pas en fait ce que vous voulez. Et vous allez lui dire, ah ben non, mais moi ce qui m'intéresse effectivement, c'est un petit garçon avec un ballon de foot. Et vous allez préciser votre demande. Un petit garçon avec un ballon de foot aux couleurs de l'équipe nationale du Maroc, dans des gradins, avec du maquillage sur les joues, etc., etc. Évidemment, la première image qu'il va vous donner, ce ne sera pas la bonne. Mais ce n'est pas l'objectif, ça n'est que le début du dialogue. Donc il y a ce dialogue-là à faire. Ne pas utiliser les résultats bruts, c'est aussi, et on l'a vu, ne pas aller sur ChatGPT pour obtenir une réponse, la prendre et la coller sur son site internet, ou la coller comme commentaire LinkedIn, ou la coller dans son CV. Parce qu'il y a des chances que cette réponse ait été donnée telle qu'elle à d'autres personnes, et ça va se voir, ou il y a de grosses chances que cette réponse soit totalement impersonnelle, sans style, et en fait ne reflète pas votre envie, votre style. Donc ça, c'est important. Ces outils-là sont de bonnes béquilles, ce sont de bons outils pour trouver de nouvelles pistes, pour trouver de nouveaux angles, mais en aucun cas, ce sont des choses qui vont faire votre boulot à votre place. On n'est pas encore là. Et enfin, ce que je dis toujours, c'est de garder la tête froide. Il ne faut pas oublier qu'on parle à des machines. Qu'est-ce qu'une machine? C'est quelque chose qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de créativité. J'avais un prof d'informatique quand j'étais jeune qui nous disait « Quand il y a une erreur, la source de l'erreur est forcément entre le clavier et la chaise. Parce que la machine ne se trompe pas. Donc l'erreur, elle vient de vous. » Et j'ai envie de dire à tous ceux qui s'interrogent sur l'intelligence artificielle, ceux qui trouvent ça génial ou ceux qui la craignent, l'intelligence, la vraie, elle est entre le clavier et la chaise. Le seul être intelligent dans la pièce, c'est vous. Vous faites des choix, vous orientez la machine, et puis vous avez aussi une morale, une éthique qui doit vous guider. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, moi je vais reprendre une phrase qui était un peu le motto des ingénieurs de chez Google pendant un moment. « Don't be evil ». Ne faites pas le mal. Vous avez accès à une technologie incroyable.
vous avez des responsabilités qui sont forcément associées à cette technologie-là. Ne faites pas n'importe quoi. Et ne pas faire n'importe quoi quand on utilise l'intelligence artificielle, par exemple, dans le domaine de la communication, ça veut dire être clair sur le fait qu'une réponse ou qu'une image a été générée avec un outil d'intelligence artificielle, ne pas jouer sur la crédulité de ses audiences, ne pas jouer sur la crédulité de ses clients. Ça, c'est hyper important et ça doit être un guide en attendant, bien évidemment, et ça arrive bientôt, que le cadre légal se mette en place, parce que ça va venir aussi et c'est bien normal, parce qu'il faut bien évidemment qu'on ait des garde-fous. Thomas, vous avez parlé de cadre légal. Aujourd'hui, on n'en a pas encore. C'est pas près d'arriver ou peut-être que ça arrivera dans certains pays avant d'autres. Donc, comment garantir une utilisation responsable, c'est-à-dire, quelles sont les implications un peu éthiques pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la communication ou généralement dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans le cadre juridique, quelles sont les implications éthiques clés que les gens devraient adopter ou que les entreprises devraient adopter pour ne pas tomber dans le mal? Ça suppose la question de la responsabilité. Et effectivement, il y a des cadres juridiques qui sont en train d'évoluer, dans certains pays plus rapidement que d'autres. Il y a aussi des cadres juridiques qui étaient mieux faits dans certains pays que d'autres. Pour vous donner un exemple, la Chine est déjà en train de légiférer lourdement sur les deepfakes, par exemple. Et ce qui est en train de se mettre en place en Chine, c'est, si vous voulez produire un deepfake, ce ne sera pas interdit. En revanche, il faudra, 1, être très clair et afficher qu'il s'agit d'un deepfake, et 2, avoir l'accord de la personne que l'on deepfake et de la personne d'origine. Il y a des pays comme ça qui vont être très stricts. Il y a des questions sur le copyright qui sont en train d'évoluer aux États-Unis également, puisqu'il y a des questions qui se posent sur la propriété, notamment de l'image. Si je produis une image avec une intelligence artificielle, est-ce que j'ai le copyright sur cette image ou pas ? Et là, les législateurs américains sont en train de s'orienter vers une solution qui dit « Tu es propriétaire de la requête d'origine, du prompt, tu es propriétaire des choix que tu as faits. En revanche, l'image, elle, tu ne peux pas avoir de copyright dessus parce que tu n'en es pas le créateur. » Dans d'autres pays, je crois que c'est le cas de l'Espagne de mémoire et en Allemagne également, dans le droit d'auteur, et depuis des dizaines d'années, il est très clairement stipulé que ne peut être auteur qu'une personne humaine. Le sujet de l'IA n'était pas un sujet à l'époque, mais en tout cas, dans la rédaction, ils avaient été malins là-dessus. Une utilisation responsable, ça suppose de s'interroger sur ce qu'on fait. Déjà, est-ce que c'est utile, ce que je suis en train de faire ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je suis vulgairement en train de prendre un bazooka pour tuer une mouche ? On parle quand même de technologies qui sont complexes, de mise en place qui peuvent être lourdes. Est-ce que ça apporte vraiment de la valeur à ce que je veux faire ou est-ce que c'est un gadget ? Si c'est un gadget, on reste sur l'humain, bien entendu. Et l'humain est clé là-dedans. L'IA ne remplace pas l'humain. Donc il faut encore plus mettre en valeur son humanité, je dirais. Bien évidemment, faire attention à tout ce qui est manipulation d'infos, au biais de la base de données, j'en ai parlé tout à l'heure, par définition, une base de données elle est biaisée. Alors qu'est-ce que je peux faire pour rétablir un peu d'équilibre dans ma base de données, pour que mon intelligence artificielle ou que mon agent conversationnel soit le plus impartial possible, ou en tout cas le plus juste possible. Ça veut dire aussi faire bien attention à la représentativité des données. Donc ça, c'est toute une question qu'on doit se poser en amont. Et après, effectivement, il y aura un cadre juridique qui se mettra en place. Mais vraiment, je reviens sur ce qu'on disait aux ingénieurs de Google. Don't be evil, ce qui doit nous animer, c'est une volonté de progrès, pas une volonté de nuire. Malheureusement, on le voit, notamment avec l'utilisation de deepfake, que c'est déjà très utilisé à des fins de terrorisme ou de propagande. Je ne sais pas si c'est clair cette partie. Si, ça va ? Ok. Ah si, je peux dire un truc. Je peux compléter ? Je parlais de l'humain. Ce qui doit nous animer avant tout, c'est de mettre en avant toutes les valeurs humaines. Je le dis dans mes conférences à des personnes qui ont un peu peur de se faire remplacer par des machines. Le meilleur moyen de se faire remplacer un jour par une machine, c'est de se comporter comme un robot dans son travail.
Se comporter comme un robot, c'est pas avoir d'humanité, pas avoir de fantaisie, pas avoir d'ambition, pas avoir de volonté. Si on fait les choses telles qu'on nous les demande et sans apporter cette petite valeur humaine qui fait que notre travail a de la valeur, alors oui, on risque d'être remplacé un jour par une machine, parce qu'une machine le fera plus vite, de façon plus performante, et pourra faire 15 fois ce que je fais en une fois. Donc, l'humain et les valeurs humaines sont vraiment la clé. Et paradoxalement, c'est peut-être en ces temps extrêmement technologiques, extrêmement techniques et extrêmement complexes que l'on va être amené à mettre en avant encore plus ce qui fait de nous des humains, les sentiments, l'amour, le respect, la volonté. Thomas, aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de l'intelligence artificielle, déjà dans le domaine de la communication et à la vitesse où ça va, comment voyez-vous ces technologies évoluer dans les prochaines années? Est-ce que ça va être toujours aussi exponentiel? Est-ce que tu penses qu'il y aura des moments où ça va plutôt se calmer ou c'est parti C'est super risqué parce que, comme vous le dites, ça va très vite et ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, c'est compliqué de prendre sa longue vue et de se dire « Ok, dans quelques années, on en sera là ». Ceci étant, il y a quand même des pistes qui s'offrent à nous, qui sont assez logiques et qui nous orientent vers plusieurs choses. Déjà, premièrement, tel que je l'imagine, l'IA, qui est déjà un peu partout, et on ne la voit pas, va être encore plus partout. On va l'utiliser partout. Pour chaque interaction avec une entreprise ou même avec quelqu'un, il y aura une couche d'intelligence artificielle qui va s'interfacer. On va la retrouver partout, mais pour autant, tout le monde ne va pas se mettre à faire de l'IA, à développer des solutions d'intelligence artificielle. Donc il va y avoir des acteurs qui vont se dégager. Et là, en ce moment, on voit que c'est la course aux acteurs. Donc il y a OpenAI qui a tiré les premiers, on va dire, et qui s'est fait connaître avec son LLM ChatGPT et DALL-E. On a Google, bien évidemment, qui est AI First Company depuis des années et qui n'a pas tiré la première parce que je pense que les valeurs éthiques chez Google ne sont pas les mêmes et qu'ils se posent d'abord les questions avant de sortir des éléments comme Bard, par exemple, qui est l'équivalent de ChatGPT chez Google. Mais on va avoir des acteurs, et moi, petit, si je n'ai pas la possibilité de développer ma propre intelligence artificielle, eh bien, je vais utiliser celle des grands acteurs, avec des API. Donc, je vais consommer l'API d'un grand fabricant pour utiliser à mon compte son intelligence artificielle et pour l'interfacer avec ma clientèle. Il va y avoir aussi, je pense, du développement open source, parce que qui dit grands acteurs d'un côté avec des ambitions clairement business, dit aussi qu'il va y avoir des passionnés, et il y en a depuis des années, qui vont développer leur propre modèle open source que l'on pourra installer et que l'on peut déjà installer sur nos machines. Ça pose aussi la question des machines et des ressources et du développement durable, parce que, je synthétise, mais pour faire tourner ces intelligences artificielles, on a besoin de puissance de calcul. Cette puissance de calcul vient essentiellement de gros ordinateurs et de grosses cartes graphiques qui coûtent cher en matière à produire et qui coûtent cher notamment en terres rares. Donc va se poser la question de l'exploitation minière et de l'exploitation des terres rares dans le monde. Parce qu'il y a plein de questionnements sur le développement durable. Et on sait que dans le digital, la construction des devices, c'est 80% du carbone. L'utilisation des devices, c'est 20% du carbone. Ça consomme aussi beaucoup d'eau, parce que ce matériel qui tourne en permanence, il génère de la chaleur, il faut le refroidir, on consomme énormément d'eau. Et il y a des statistiques qui sont sorties sur la consommation d'eau de ChatGPT qui est proprement hallucinante. Donc il va y avoir un vrai questionnement là-dessus. Tel que je le conçois, l'intelligence artificielle va avoir un impact sur tout ce qui est tâches répétitives et tâches génériques. Ce qui ne veut pas dire tâches à faible valeur ajoutée. Je mentionnais tout à l'heure les comédiens de doublage. Mais on peut imaginer plein d'autres professions, les rédacteurs de presse par exemple, qui font parfois des tâches génériques et répétitives. Ce sont des professions qui peuvent être à risque.
Et on a vu un grand groupe de presse allemand, notamment pour ne pas le nommer, qui a déclaré en tout cas qu'il commencerait à remplacer des rédacteurs de presse par intelligence artificielle. Ça a posé des questions sur l'emploi, évidemment. Il va y avoir une évolution, il va y avoir une question sur l'emploi, il va y avoir une question sur l'exploitation des terres rares, il va y avoir tout ce travail qui va être fait, mais à mon avis, ça va continuer à évoluer. Et l'informatique, tout le domaine informatique va continuer à évoluer. On touche du doigt un truc qui était de la science-fiction il y a encore quelques années, c'est l'interface entre l'homme et la machine. Donc, tout le monde a entendu parler de Neuralink, la start-up d'Elon Musk, qui ambitionne, là aussi je synthétise grossièrement, de mettre un device dans le cerveau pour pouvoir contrôler autre chose. L'ambition première, c'est de rendre la vue à des personnes non-voyantes, de faire en sorte que des personnes paraplégiques puissent se relever et remarcher. Mais qui dit interfaçage homme-machine nous dit aussi on pourra aller plus loin. Donc là, on touche au transhumanisme, c'est vraiment l'augmentation de l'homme et du corps humain et la démultiplication de ses capacités. Mais il y a pas mal de questions qui se posent sur est-ce qu'un jour, on pourra toucher à l'immortalité en uploadant sa conscience dans un cloud, par exemple. Est-ce que tout ce qui fait ma personnalité, c'est Leibniz qui disait la pensée, c'est le calcul, et un autre philosophe dont le nom m'échappe, qui disait, un Anglais, Hobbes, qui disait l'homme est une machine. Si on reprend ces philosophes qui sont du XVIIe et XVIIIe siècle et qu'on se dit ok, l'homme est une machine, toute pensée est un calcul. En fait, qu'est-ce qui me distingue moi d'une machine? Et ça va être des questions qu'il va falloir se poser. Et encore une fois, on revient le thème de l'humanité et de tout ce qui nous différencie de la machine. C'est un peu un test de Turing à l'envers que je suis en train de faire, mais c'est ça. Donc, le transhumanisme, on le touche du doigt. Et avant ça, il y a une étape qui se profile où on parle d'IA neuromorphique. En fait, aujourd'hui, les IA copient un petit peu le fonctionnement du cerveau humain, avec notamment ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Mais ce principe de réseau de neurones pourrait se développer et se complexifier pour imiter complètement un cerveau humain et faire en sorte que la machine soit véritablement capable d'apprendre toute seule et surtout travaille comme un cerveau humain, c'est-à-dire traite les informations en simultané et pas en séquentiel. Les machines, en général, travaillent de façon séquentielle, très rapidement, donc on ne s'en rend pas compte, mais c'est séquentiel. Notre cerveau humain, lui, fonctionne de façon simultanée. Quand on arrivera à avoir une machine qui travaillera de façon simultanée, on sera arrivé à cette étape intermédiaire entre maintenant et l'upload de sa conscience dans le cloud, ce sera les IA neuromorphiques, et c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Thomas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris un aussi bon moment que nous à partager, à faire ce podcast, et je vous dis à très bientôt avec un nouveau podcast.